Rebonjour à tous. Donc devant la foule qui acclame la nouvelle conférence. Donc ça va être en gros une illustration de ce dont vient vous parler Jacques Arthaud avec des étiquetages un peu pour préciser. Et puis après on passera au côté l'apparition des qualités positives et des qualités négatives dans une huile. Donc, et puis on pourra après illustrer normalement sur des tables à l'extérieur la dégustation. Donc rapidement, donc Jacques vous en a parlé tout à l'heure. Là vous m'entendez assez même si je ne suis pas en face du micro, c'est bon? Ça m'évite de rester en face et de plus participer avec vous. Donc l'huile d'olive vierge extra, vous voyez qu'elle est marquée normalement huile d'olive vierge extra. Alors normalement tout devrait avoir la même police. Ici on voit huile d'olive et vierge extra en plus petit. Normalement tout devrait avoir la même police. On voit ici produit naturel, comme Jacques vous l'a dit tout à l'heure, c'est un des rares produits, l'huile d'olive va vraiment être un produit naturel, puisque par exemple le jus de fruits n'est en général jamais naturel, sauf celui que vous allez faire le matin au petit déjeuner avec votre pressoir à jus. Autrement, c'est toujours des pulpes qui sont rajoutées avec du sucre, avec de l'eau, etc. Donc l'huile d'olive vierge extra, quelque chose d'important, pas de défaut organoleptique et présence de fruité. C'est le premier produit qu'on va trouver au niveau du commerce de détail. Jacques vous en a parlé tout à l'heure, la mention de la température, extraite à froid si la température est inférieure à 27 degrés ou pressée à froid. Ici, sur le stand, vous aviez l'huile de Coudoux, qui est un moulin traditionnel où ils font encore de la pression. Et si on met pressé à froid, il ne faut pas de température qui soit supérieure à 27 degrés tout le long du process de fabrication. On va trouver le deuxième produit que vous allez pouvoir trouver au niveau du commerce de détail, ça va être l'huile d'olive vierge. Vous avez entendu qu'on a parlé de vous parce que j'ai parlé de l'huile de Coudoux, qui était une huile de pression à froid. Et on n'en trouve plus beaucoup. Il faut savoir par exemple qu'en Espagne, vous ne trouvez plus de moulins qui font de la pression à froid. On en trouve quelques-uns en Italie, on en trouve bien sûr dans d'autres pays, dans le Maghreb, etc. Mais la pression à froid n'existe pratiquement plus au niveau mondial. C'est toutes les chaînes modernes que vous a montré Jacques Arthaud tout à l'heure. L'huile d'olive vierge, donc elle peut avoir de légers défauts organoleptiques, on va y revenir tout à l'heure, et toujours présence de fruité. C'est aussi toujours un produit naturel. Ici, vous voyez, c'était un vieil étiquetage marqué « Fabriqué en Corse ». En fait, on verra qu'on n'a pas le droit d'utiliser des zones géographiques qui ne sont pas à l'intérieur d'une AOC. Maintenant, l'appellation d'origine corse a une AOC ou une AOP, mais il faut rester dans le cadre de l'AOP. Après, quand l'huile n'est pas vierge extra, n'est pas vierge, mais qu'elle a des défauts importants du point de vue organoleptique, ça va s'appeler de l'huile d'olive vierge lampante. Cette huile d'olive vierge lampante, Jacques vous l'a expliqué, elle ne va pas être utilisée en l'état, sauf dans certains magasins, comme ici un magasin Olivier & Co, qui vend de l'huile d'olive vierge lampante. Vous voyez, le petit coffret j'arrive plus à lire la quantité, mais je crois que c'était 100 ml, 19,50 €, donc c'est une plus-value sur ces huiles lampantes, mais qui servait en fait à une lampe à huile. C'était vendu le petit bidon plus la lampe à huile pour 19,50 €, lampe à huile non alimentaire, huile lampante non alimentaire, pardon. Donc cette huile lampante, qu'est-ce qu'elle va être faite? Elle va être raffinée, et en fait une huile d'olive raffinée, ça a la même couleur qu'une huile de tournesol raffinée ou une huile de colza raffinée. Donc Jacques vous l'a dit, on va rajouter dedans de l'huile d'olive vierge, des antioxydants, de la couleur et du goût aussi. Et le consommateur, il se demandait ce que c'était cette dénomination huile d'olive. Heureusement, on a rajouté un peu plus de dénomination, huile d'olive composée d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, pour expliquer au consommateur. Et vous allez retrouver des produits qui sont vendables comme ça. Huile d'olive en gros caractères, mais normalement on devrait avoir dans les mêmes grosseurs de caractères, coupage d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée. Vous pouvez voir aussi spécial cuisson, parce que cette huile a un petit peu moins d'arôme, donc quand on va la faire chauffer, elle dégagera un peu moins d'odeur. Donc pour le Parisien moyen qui veut utiliser de l'huile d'olive en friture, ça sentira un petit peu moins dans la cuisine, mais bon, on va perdre beaucoup de choses puisqu'on perdra un peu tout ce qui était dans l'huile vierge de départ. L'huile de grignon raffinée, c'est pareil, on va lui rajouter de l'huile d'olive vierge, et ça va s'appeler de l'huile de grignon d'olive. Donc ça, c'est un produit qu'on peut trouver
au stade du commerce de détail. Ça a un peu disparu parce que dans ce grignon, on a trouvé des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui venaient quand on faisait sécher le grignon, donc des fumées industrielles. Donc cette huile a été un petit peu toxique à un moment, elle a un petit peu disparu du commerce de détail, mais on la retrouve très certainement dans des produits fabriqués dans l'industrie agroalimentaire. Alors venons-en à l'origine. Comme Jacques vous l'a dit tout à l'heure, les mentions de l'origine sont dans la réglementation européenne prévue, c'est soit un État membre. Tout à l'heure, on a parlé de la Corse, qui n'est pas encore un État indépendant, donc ça faisait partie de la France. Mais heureusement, on peut mettre soit l'Union européenne, soit un pays tiers, soit bien sûr une appellation d'origine. Donc la Corse, maintenant, est une appellation d'origine, donc on pourra voir dessus appellation d'origine corse. Mais comme Jacques vous l'a dit aussi tout à l'heure, il n'y a pas de caractéristiques physico-chimiques pour définir toutes ces variétés, toutes ces appellations. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus pour essayer de faire cette caractérisation. Et au niveau européen, il y a des banques de données qui se mettent en place pour caractériser justement toutes ces appellations internationales. Et bien sûr, ce qui est important de retrouver après, c'est des identifications olives de France sur les olives et huile d'olive de France pour savoir l'origine des produits. L'origine est obligatoire depuis le 1er juillet 2012. Quand on a une appellation d'origine, ici c'est huile d'olive d'Aix-en-Provence, on respecte le cahier des charges de l'appellation, c'est-à-dire un mélange d'aglando, de saloninte, on met l'appellation d'origine, huile d'olive, pression à froid et d'appellation. Ici on est en monovariétal, on n'a plus le droit de mettre l'appellation d'origine puisqu'on n'est plus à l'intérieur du cahier des charges proprement dite de l'AOC. Donc un même producteur peut avoir en fait différents étiquetages. Venons-en à la bouteille qu'on a vue tout à l'heure, Mas des Cigales. Mas des Cigales, le consommateur moyen qui va trouver ce produit-là, il se dit Mas des Cigales, ça fait quand même bien français, bien local. Et puis on retourne la bouteille et puis on voit huile en provenance des divers pays de la communauté européenne. Donc ça veut dire en général que si c'est un mélange des divers pays de la communauté européenne, Jacques vous a dit le prix de l'huile française par rapport à l'huile étrangère, donc il y a forte chance qu'il y ait très peu d'huile française. Et normalement, on doit trouver l'origine bien explicite, ici, huile d'Espagne. Là, un magasin qui était à l'époque à Aix-en-Provence, qui s'appelait le magasin Côté-Garrigue, et on avait une adresse, une raison sociale, Mérargues en Provence. Donc déjà, Mérargues en Provence, on a parlé ce matin de Lafare-les-Oliviers, mais Mérargues, c'est normalement Mérargues. Mérargues en Provence, ça n'existe pas vraiment. Et on retourne la bouteille, et on s'aperçoit qu'il y a marqué « produit originaire de l'Union européenne ». Donc là aussi, il y a peu de chances qu'il y ait de l'huile de Mérargues qui soit mélangée avec de l'huile d'autres régions. Et ici, des choses qui sont intéressantes, des huiles étiquetées La Ciotat. La Ciotat, pour le provençal, il sait qu'il manque quelque chose, un petit T à la fin. Donc on se dit, l'étiquette, elle a été refaite et il y a un petit problème. Donc là, vous avez de fortes chances, même à 99,9%, que ça ne soit pas du tout de l'huile qui vienne de la petite ville de La Ciotat. Ici, un autre magasin qui était dans la région de Nice, que je ne citerai pas. Et vous allez voir des descriptions sur l'étiquetage, huile broyée, huile d'olive, pardon, issue d'olive broyée sur des meules en pierre. Et vous avez quand même une petite identification, assemblage des huiles de la communauté européenne. Donc il y a vraiment peu de chances que ces huiles soient locales de la région de Nice. Et voilà, donc il faut vraiment lire, et vous voyez ton sur ton en plus, ton sur ton, donc difficile à identifier l'origine de l'huile. Et puis après, on passe au marché. Au marché de plein air. Alors les marchés de plein air, certaines fois des producteurs vendent sur les marchés de plein air, mais ils n'y sont pas souvent. Mais quand vous voyez ces vendeurs en plein soleil avec des olives comme ça, des bouteilles qui restent en plein soleil, si jamais il a fait 3-4 marchés, que vous êtes en été, il y a peu de chances que l'huile que vous allez acheter soit de bonne qualité. Ici aussi pareil, vous avez des vendeurs qui vont vendre entre guillemets des produits un petit peu locaux, de l'ail, des choses comme ça. Les 3/4 du temps, cette ail-là va venir des pays de l'Est. Et vous avez des gros bidons d'huile ici. Alors là, on trouve ici quand même des petites bouteilles avec une étiquette rouge qui était huile de France. Certains vendeurs ont quelques huiles locales pour faire croire que leur grosse quantité peut être de l'huile locale, mais souvent ces gros bidons
viennent directement d'Espagne. Donc là, avec le prix, vous arriverez à identifier facilement que les produits ne sont pas locaux. Ici, sur un stand, vous allez trouver deux types de bouteilles. Alors, on met un peu des coloquintes, des potimarrons pour faire local. Vous allez trouver ici une bouteille, par exemple, de chez Châteauvirin, en appellation d'origine. Et puis ici, d'autres bouteilles avec des étiquetages qui sont souvent faits à la photocopieuse couleur. Et on va avoir deux prix. Donc, on va vous dire, ah, ici, j'ai de l'appellation Aix-en-Provence, mais si vous voulez, j'ai le déclassé ici. Ça sera moins cher. Et en fait, vous avez ici droit à de l'huile étrangère qui a été achetée à moins de 5 € le litre et qui va vous être vendu juste un petit peu moins cher que l'huile d'appellation. Donc faites attention à l'origine. Là, on retrouve aussi typiquement des stands où on va vendre des fruits secs. Là aussi, gardés au soleil, donc des amandes, des fruits secs qui sont gardés dans des sachets donc, plastiques. Il va y avoir des fermentations de ces fruits secs. Vous allez avoir ici les tomates sèches qui vont faire bien, et puis vous avez l'huile qui s'appelle la gouletoise, qui est très goulayante au goût et qui ne sera pas absolument française, mais plutôt 100% étrangère. Après, vous pourrez trouver de jolis stands l'été sur les marchés de Provence, avec de jolies bouteilles, avec des décors en étain, des petits robinets en étain. Mais l'huile d'olive a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est relativement agressive. On s'en sert pour faire les contacts alimentaires quand on veut doser les métaux dans des ginettes ou des jouets pour enfants qui vont sucer. L'huile d'olive est assez agressive. Donc ici, l'étain va être attaqué par l'huile d'olive. Donc déjà, ça va mettre des métaux dans l'huile d'olive qui va s'oxyder encore plus. Après, ça va fuir. Donc des fois, vous avez aussi des cigales comme ça qui sont très jolies. Donc c'est bien quand vous voulez faire un cadeau à un Parisien. Vous l'achetez, vous lui dites, je ne voulais pas acheter pour l'huile d'olive, mais juste pour la bouteille. C'est sympathique, mais sachez qu'il y a rarement de la bonne huile à l'intérieur. Mais les marchés de Provence, vous pouvez aussi trouver des produits qui sont clairement identifiés avec des origines. Ici, c'était des huiles espagnoles, clairement identifiées. Vous voyez, monovariétale, arbequine. Mais tout de suite, on n'est plus dans la même gamme de prix. On est à 12 € les 50 centilitres. Donc on commence à arriver presque à des prix d'huile française. Et puis là, un grand magasin que je citerai parce que j'ai envie de le citer, c'est par exemple Auchan qui est à Aubagne, où de temps en temps, vous avez un vendeur qui va vous vendre, derrière ce petit placard, vous avez un gros fût de 200 litres et on vous remplit à la tireuse. Il y a des bouteilles vides, on vous les remplit, il y a une bouteille vide ici, on vous remplit la tireuse, vous croyez que c'est une huile locale, mais ça peut très bien être une huile étrangère qui arrive et on vous la remplit sur place. Alors, cette marque d'huile fait aussi des huiles françaises, donc ils achètent des huiles françaises qu'ils revendent, donc il y a un doux mélange de l'origine. Normalement, bien sûr, ils vont marquer forcément ici que c'est une huile étrangère, mais on a l'impression que c'est vraiment traditionnel, artisanal, donc faites attention à ce que vous achetez. On en a parlé aussi tout à l'heure, de plus en plus on va voir sortir des huiles monovariétales. Comme au niveau des vins, on voit des vins de Cabernet, de Sauvignon ou de Syrah qui ne sont pas en appellation d'origine. Ici pareil, vous pouvez voir des huiles espagnoles vendues en monovariétale, comme on a vu tout à l'heure un moulin français qui vendait de la glando pure. Donc ça, c'est pour faire varier les goûts et les assemblages dans des plats, parce que ça peut être intéressant. Venons-en à la classification par rapport à la dégustation. La dégustation va se faire en fait en fonction des défauts, on va les voir tout à l'heure, et des caractéristiques positives qui vont être le fruité, l'amer et le piquant. Pour que l'huile soit de catégorie vierge extra, il ne faudra pas de défaut et avoir des caractéristiques positives de fruité, amer, piquant. L'huile d'olive vierge, elle pourra avoir un petit peu de défaut, maximum 3,5 sur cette échelle de 10. Par contre, dès qu'on est supérieur à 3,5, on va devenir une huile d'olive lampante. L'huile d'olive vierge doit avoir aussi du fruité. Ça, c'était l'ancienne feuille de dégustation. La nouvelle feuille de dégustation, on a relié le lit au chaumet. Maintenant, c'est lit et chaumet qui sont regroupés ensemble. Et puis en plus, on peut avoir une caractéristique de fruité vert ou de fruité mûr. Donc tous les jurys du monde entier dégustent avec la même feuille de dégustation. Donc ici, on va voir un peu les défauts, comment ils peuvent apparaître. Donc ici, c'était le grenier d'un moulin. Vous avez environ une dizaine de tonnes d'olives ici.
Et donc, bien sûr, quand on met du végétal ensemble, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un échauffement du végétal. La température peut monter jusqu'à 50-60 degrés. Et donc, on va avoir une apparition de défaut qui va être le chômé. Chômé, ça vient de chômage, ne pas travailler. Donc là, on ne travaille pas les olives, donc il y a une fermentation qui est anaérobie, avec des goûts particuliers. Et puis on s'aperçoit à la surface de ce tas d'olives qu'il peut y avoir des mycéliums un peu blanchâtres. On va commencer à avoir du moisi. Donc on aura la possibilité d'avoir du moisi dans ces huiles qui sont restées en stockage. Normalement, le stockage qu'il faut préconisé en général, ça va être en caisse ou dans les moulins en palox qui sont ici aérés. Certains palox peuvent être fermés quand on veut faire une fermentation contrôlée. Certains moulins français font cette fermentation contrôlée pour avoir ce qu'on va appeler un fruité noir. Ici, dans un moulin, donc les olives étaient dans un état un petit peu déliquescente, donc il fallait les utiliser rapidement. Ici, donc, c'est un moulin où on peut récupérer une huile de première extraction, la fleur d'olivier. C'est-à-dire qu'on va récupérer à la surface la fleur qui est dans le bac de décantation. Donc, c'est une huile qui n'a pas subi de centrifugation. C'est vraiment l'huile de première extraction, la fleur d'olivier, qu'on peut appeler. Mais ces bacs de décantation, voilà, là c'est pour revenir donc au stockage. Jacques vous l'a dit, la production française, il y a des oléiculteurs professionnels, mais il y a aussi beaucoup de petits producteurs. Et les petits producteurs, ben, ils vont amener au moulin les olives avec le matériel qu'ils ont à disposition. Ici, ce sont en fait des poubelles que le petit oléiculteur a, qu'il utilise le reste de l'année, et puis quand vient la récolte, il utilise ces poubelles-là, et ça peut être difficile. Surtout en plus, s'il ferme le capuchon de la poubelle, et quelquefois en automne comme en ce moment, il y a des fortes températures, et donc à l'intérieur de la poubelle, surtout si elle est bien noire comme ça, en ce moment il fait 25 à l'extérieur, on peut monter à l'intérieur de la poubelle à 50-70 degrés facilement, et on aura une fermentation bien prononcée. Certaines fois, les gens peuvent venir avec leur sac. Ici, c'est un sac de jute. Là, il est un peu aéré, celui-là, mais j'ai vu dans certains moulins des vieux sacs de café que les gens se servent pour amener les olives au moulin, qui se transmettent de génération en génération. Et ces sacs de jute étaient traités avec de la créosote, qui était en fait un petit bitume léger pour éviter les moisissures. Et dans ce bitume léger, ben, bien sûr, il y a des hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc. Et l'olive, qui est un peu grasse, elle va extraire bien ce qu'il y a dans le sac. Et puis ces sacs, en plus, ces personnes-là ne les lavent jamais, parce que c'est le sac de leur grand-père. On ne va pas les laver pour qu'ils se délitent complètement. Donc voilà, celui-là est un petit peu aéré, puisqu'on voit les olives à travers, ça va encore. Mais quand c'est le vieux sac à café, c'est vraiment très mauvais pour les olives. Et ici, j'avais visité un moulin. Donc vous voyez, l'oliculteur amateur, il peut avoir des petites caisses comme ça, aérées, qui peut amener au moulin comme ça, c'est très bien. Et ici, la Peugeot 404. Et la Peugeot 404, bien sûr, quand elle va démarrer, qu'est-ce qui va se passer? Le gaz d'échappement qui va bien aller sur les caisses d'olives, et ça, c'est pas bon pour les olives, parce que dans les gaz d'échappement, bien sûr, il y a ces hydrocarbures qui ne sont pas bons du tout pour les olives et qui ne vont pas être bons pour le consommateur après. Alors le lit, comment il va apparaître? Ici, c'est un moulin, un vieux moulin, et c'était la pile ou la cuve. Vous voyez la cuve avec les beaux carreaux provençaux, on va dire. Et au fond de la cuve de décantation naturelle, ben, il y a ces fameuses lies. Et si vous ne nettoyez pas bien ça, si vous rajoutez du jus d'olive, de l'huile dessus, ça va s'imprégner. C'est un peu aussi ce qui arrive dans les bouteilles quand il n'y a pas de centrifugation, ce fond qui se fait au fond de la bouteille. Ces lies vont se transformer et après, bien sûr, il va y avoir des goûts de lie caractéristiques. Alors ça peut être croûte de fromage, c'est un peu difficile à déterminer, donc on l'a maintenant rassemblé avec le chaumet, mais c'est important de vraiment différencier le lit du chaumet. Et dans certains moulins, on peut retrouver, vous reconnaissez tous, un chenal d'eau qu'on met à l'extérieur pour canaliser l'eau de pluie, etc. Et il est bien connu que le plastique d'un chenal, ce n'est pas du plastique alimentaire. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'huile d'olive était un produit relativement agressif. Ici, une belle huile
je ne citerai pas, mais des Alpes de Haute-Provence, qui va passer sur ce chenal qui n'est pas du plastique alimentaire, et il va entraîner des composés comme des phtalates, comme des tas de produits qu'on va retrouver après dans l'huile d'olive. Venons-en à la dégustation. Donc ça, c'était la salle de dégustation du laboratoire de la répression des fraudes à Marseille, à Saint-Jérôme. Donc il y a environ 60 jurys agréés dans le monde pour déguster l'huile d'olive, et il y en a 3 en France qui sont agréés par le Conseil oléicole et même accrédités. Et tous les jurys dans le monde vont déguster avec le même verre. On en a amené un, mais il est resté à l'extérieur. On vous le montrera tout à l'heure. On le montrera tout à l'heure, Jacques. Donc, il a la même forme. Vous voyez, le règlement européen prévoit la forme, l'épaisseur, etc. En général, ces verres sont bleus. Alors, je ne sais pas si on va... Oui, on va le revoir ici, voilà. Donc, c'est des verres bleus. On va mettre dessus un verre de montre pour garder les arômes à l'intérieur. Et alors, si vous voyez la forme de ce verre, c'est un peu comme un verre à cognac, c'est-à-dire évasé à la base, et ça se rétrécit au niveau du nez pour vraiment sentir, pour avoir une olfaction. On va faire chauffer l'huile dans ces verres-là. Donc ici, on a un appareil pour chauffer l'huile à 28 degrés. Et tous les jurys dans le monde doivent déguster à la même température, à 28 degrés. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on ne voit pas la couleur de l'huile ? Normalement, les verres sont bleus ou marrons, mais ils ne doivent pas être transparents. En fait, on va s'affranchir de la couleur du verre pour ne faire que la dégustation, parce que la couleur de l'huile, ça ne veut rien dire. On en reverra tout à l'heure, on en a même vu, en fonction de la maturité des olives, en fonction de l'origine de l'huile, en fonction du vieillissement, il va y avoir des évolutions de la couleur de l'huile qui n'auront pas grand-chose à voir avec la dégustation. Donc ici, on retrouve la feuille de dégustation, et maintenant, on déguste sur des tablettes pour avoir directement les résultats. Donc vous avez vu tout à l'heure, pardon, je vais revenir sur la salle de dégustation. Donc on a une salle de dégustation avec 8 box, parce qu'il faut un minimum de 8 dégustateurs pour avoir une médiane des résultats et caractériser l'huile. Alors au niveau de la dégustation, il y a théoriquement 4 caractéristiques dans la dégustation: le piquant, l'amer, le salé, le sucré. Est venu depuis quelques années l'umami, qui vient donc de Chine, du Japon, hein, ce côté bouillon de volaille un petit peu, hein, donc c'est la cinquième caractéristique de la dégustation qui est apparue depuis quelques années. Au niveau de l'huile d'olive, seule l'amer peut être utilisée. On a parlé du piquant, mais en fait le piquant d'une huile d'olive, l'acidité d'une huile d'olive ne se détecte pas au niveau de la bouche, parce qu'en fait ce ne sont pas des acides qui vont se détecter, des acides qu'on pourrait dire aqueux, organiques, simples, donc on ne va pas les détecter au niveau de la bouche. Donc normalement dans la bouche, au niveau du bout de la langue, on va détecter toutes les sensations, un peu en retrait on va détecter le sucré, sur les côtés on va détecter le salé, il y a une portion qui est insensible, et l'amer va se détecter sur le fond de la gorge, c'est pour ça qu'il faudra, le fond de la bouche, c'est pour ça qu'il faudra toujours un petit peu avaler de l'huile pour arriver à la caractériser au niveau de son amertume et de son piquant. Donc l'homme est un peu un mammifère, hein, un minimum. Donc l'odorat c'est important, le système olfactif destiné à individualiser les molécules odorantes provoque chacune, donc ces molécules provoquent chacune une réaction spécifique, fournissant ici des sensations discriminantes qualifiées d'odeur en fonction de la température. Donc le flairage, comme les animaux, brève inspiration au niveau du nez, et en fait c'est le bulbe olfactif ici qui va venir analyser ce que vous avez senti. Et ce qui est important quand on fait la dégustation, et on vous fera faire le test tout à l'heure sur la table à l'extérieur, on va vous faire ressentir cette notion-là, que vous connaissez peut-être déjà, j'espère d'ailleurs, c'est la rétro-olfaction, c'est-à-dire le fait d'avoir les arômes, les produits auront légèrement été chauffés dans la bouche, puisqu'on a une température en général de 37 degrés, on va faire chauffer les produits qu'on va manger, et on va inspirer et on va ressentir des caractéristiques particulières des produits aromatiques. C'est pour ça qu'en général, quand on a le nez bouché au niveau des sinus, donc cette rétro-olfaction ne peut pas se faire, hein, puisqu'il n'y a pas d'évacuation vers le haut, donc il n'y a pas d'écoulement normaux. On pourrait parler encore de la mécanique des fluides là, à ce niveau-là.
Donc, il n'y a plus de mécanique des fluides qui peut marcher. Donc, en fait, quand on est enrhumé, on va ressentir que le sucré ou le salé, ce qui est dans la bouche, qui est dissous sur la langue, mais on ne sentira rien au niveau de ce bulbe olfactif. Donc, on vous fera faire un test tout à l'heure pour avoir cette sensation-là. C'est vraiment très important quand vous dégustez quelque chose, un plat, un vin, d'avoir cette sensation de rétro-olfaction pour bien analyser un produit. Voilà quelque chose d'important. Tout à l'heure, au cours du repas, on en parlait. C'est cette notion de fruité vert, fruité mûr et fruité noir. Donc ça, c'est Christian Pinatel qui avait mis au point, donc c'est le directeur du centre technique de l'Olivier, qui avait mis au point ce triangle. En fait, on va avoir du fruité vert au départ quand on ramasse une olive qui est à peine mûre ou qui est dans des bonnes conditions. Et si elle mûrit beaucoup, on va arriver vers un fruité mûr. Au départ, on a des arômes d'herbes, de feuilles, d'artichauts, et puis on va passer, au plus il va y avoir de la maturité, vers de la pomme, de l'ananas, de la tomate, de l'amande et de la noisette. Ici, vous avez en fruité vert une huile, par exemple, de la vallée des Baux, et en fruité mûr, vous pouvez avoir une huile de nuance, puisqu'en nuance, on vous l'a dit tout à l'heure, on va privilégier l'olive noire qu'on va récolter pour en faire aussi de la tapenade. Et l'huile d'olive, c'est presque un sous-produit. Donc, elle arrive à maturité extrême et on va retrouver caractéristiques de l'huile de nuance, de l'amande et de la noisette. Par contre, quand on va faire fermenter les olives, ce qui se faisait naturellement avant quand on met du temps pour l'amener au moulin, mais maintenant ce qui se fait avec ce qu'on va appeler une fermentation mesurée, on va faire transformer les arômes et on va commencer à avoir des goûts de confiture, de champignons, de cacao, de sous-bois. Et après, bien sûr, il faut limiter ces caractéristiques-là pour pas qu'elles arrivent à des défauts qu'on va classer en chômé important ou en moisi. C'est là toute la difficulté de cette huile d'olive fruitée noire. Là aussi, c'est Christian Pinatel qui avait mis au point cette technique de dégustation avec une dégustation analogique qui fait dans son jury de dégustation. Ici, vous allez avoir une appellation Haute-Provence qui est en général de la glando entre 80 et 95%, où on va retrouver surtout de l'artichaut cru, à la fois en bouche et aussi en nez. Et on peut avoir une caractéristique particulière des Alpes d'Haute-Provence, c'est la banane verte, surtout en bouche et un petit peu en nez. On peut retrouver aussi de l'herbe et de l'amande. Donc là, c'est vraiment, on va faire un parallèle dans ce qu'on trouve en huile d'olive, dans ce qu'on trouve dans des valeurs brutes, comme l'artichaut, la banane. Si quelqu'un déguste une huile et il dit ça c'est de l'huile d'olive, ça ne veut rien dire, parce que l'huile d'olive, ce n'est pas une valeur intrinsèque. On va toujours la ramener à autre chose pour la caractériser. Là, on va passer à un fruité noir, par exemple. Là, c'est un fruité noir, je pense, de la vallée des Baux, où on va retrouver en bouche et au nez du cacao. On peut retrouver aussi du sous-bois. Hein, les odeurs de sous-bois, c'est vraiment quand vous allez dans des forêts de pin, ramasser des champignons, les épines de pin, etc., qui se sont un peu transformées. Et on peut trouver aussi ce côté olive noire de la tapenade. Là, on peut retrouver vraiment ce côté olive noire, vraiment brut de la tapenade. Voilà, donc on va vous proposer la dégustation après le test qu'on va vous faire pour bien voir ce côté de rétro-olfaction. 3 huiles, une huile d'olive fruité vert, type AOC Haute-Provence, Vallée des Baux, Aix-en-Provence, où on retrouvera théoriquement de l'artichaut, de la feuille, de la noisette. Une huile fruitée mûre type Nice ou Nyons avec de l'amande fraîche et de la verdure. Et la dernière, fruitée noire, Vallée des Baux, donc ça sera du cacao, du champignon. Donc on les dégustera, on va essayer de commencer plutôt par le fruité mûr, après le fruité vert et on finira par le fruité noir, parce que quand on commence par le fruité noir c'est une huile qui va prendre beaucoup de vos récepteurs et c'est difficile de déguster les autres après. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et quand même, si je finis avec une dernière diapositive, donc le prix de revient de la production d'une huile française, ça va être à peu près entre 12 et 18 euros. Donc il n'est pas possible de trouver des huiles d'olive vierges françaises en dessous de 19 euros. Le prix moyen en GMS est actuellement de 9,50 euros. La prévision, c'est qu'il monte entre 11 et 15 euros. Alors n'hésitez pas à visiter les moulins, goûter leurs produits et les associer à des plats différents. Je vous remercie de votre attention.
et je suis à l'écoute de vos questions si vous voulez.